Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Pour ce 25e épisode de Fleurs d'avocat et cette 5e reconversion professionnelle, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Zambrowski-Benarous. Natacha a été avocate au barreau de Paris pendant 2 ans avant de raccrocher la robe pour se lancer dans un projet qui lui trottait dans la tête depuis longtemps, reprendre l'entreprise de peluche de sa grand-mère, la pelucherie. Elle nous raconte cette aventure avec un sourire aux lèvres qui transperce le micro. J'en profite pour vous dire qu'il y a quelques semaines, j'ai diffusé un épisode où je raconte mon histoire au micro d'Alice Milo, qui est une journaliste dont on m'avait vanté les talents d'intervieweuse. Je vous dis ça en réalité car en faisant ça, je me suis rendu compte de la difficulté de l'exercice et j'ai depuis encore plus d'affection pour mes invités sur le podcast. Alors je vous invite chaleureusement, quand un épisode vous plaît ou que quelque chose dans le récit de la personne vous touche, à le lui dire. En l'occurrence, vous pouvez écrire à Natacha par email à l'adresse natacha, natacha, @la-pelucherie.com. Et aussi, je ne le dirai jamais assez, laissez un avis et 5 étoiles sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me remercier et de m'aider à diffuser Fleurs d'avocat. Merci à maître Judith Fleuret de m'avoir parlé de Natacha et bonne écoute. Bonjour Natacha Zambrowski-Benarous. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. Ah ouais, c'est un plaisir. Alors Natacha, on va commencer par parler de comment et pourquoi tu es devenue avocate. C'est tout simple. En fait, j'ai commencé par une bilicence de droit et éco-gestion à la Sorbonne. Pourquoi tu avais choisi cette bilicence ? Alors j'ai choisi cette bilicence parce que je voulais pas aller que à la fac et faire qu'une matière en fac. Donc j'avais pas une vocation vers le droit et en fait j'avais l'impression qu'en faisant une bilicence c'était un peu plus complet et en fait ça me permettait de voir et le droit et la compta. Qui étaient des domaines qui t'intéressaient ? Qui étaient des domaines un peu larges mais qui m'intéressaient, oui. Donc sans conviction. Sans conviction. Sans conviction, mais avec le sentiment qu'en faisant une bilicence, je serais plus encadrée et plus occupée que de faire une seule matière à la fac. T'avais peur de m'ennuyer. De t'ennuyer ? Oui. Et comment s'est passée cette bilicence ? Écoute, ça s'est très bien passé. Mais j'ai eu un faible... J'ai eu un faible vers les matières de droit. Pour les matières de droit, en fait, j'ai bien plus préféré le droit que l'éco-gestion. Qu'est-ce qui t'a attiré justement dans le droit ? D'apprendre en fait des choses de la vie courante, à part le droit administratif, et encore. Ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir... le droit civil, c'est quelque chose qui nous concerne tous les jours. J'ai adoré apprendre, en fait, je trouve que le droit, c'est les maillons de la chaîne de notre vie, en fait. Donc, tu poursuis tes études de droit ? J'ai poursuivi mes études de droit. J'ai fait 5 ans de droit à la Sorbonne. Et puis après, j'ai fait un master de propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies à Sceaux. Pourquoi les nouvelles technologies ? Alors, en fait, j'ai fait un stage en droit du cinéma, de l'audiovisuel, chez UGC. Et j'ai adoré tout ce qui touchait à l'audiovisuel. J'ai aussi travaillé à la SACEM, j'ai fait un stage. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'était donc le droit d'auteur, mais j'ai trouvé que associé dans le monde dans lequel on vivait, on ne pouvait pas le décorréler des données personnelles, des nouvelles techno. Voilà. Donc j'ai préféré aller vers le monde dans lequel je vivais. Et ces stages que tu as fait, à quel moment tu les as fait dans ton cursus ? Je les ai fait entre le Master 1 et le Master 2. Donc tu as pris une année de césure ? J'ai fait une année de césure. Et comment ça s'est passé ? Donc tu as dit SACEM et UGC, UGC, c'est ça ? et un cabinet d'avocats. Ouais. Je me souviens plus lequel. C'est pas grave. Ouais. Et comment ça s'est passé justement chacun de ces stages ? Super bien. Franchement, j'ai adoré. J'ai appris plein de choses. Ça a confirmé l'envie que j'avais de me spécialiser vers ce domaine qui est les nouvelles technologies et le droit d'auteur. Parce que je trouvais vraiment que c'était au cœur de nos vies, quoi. Au cœur de nos vies. Et puis qu'on pouvait être confronté tous les jours à des problèmes de données personnelles, par exemple. Surtout avec Facebook, avec tous les réseaux sociaux qu'on a. Et c'était quand même des mises en application du métier de juriste et ensuite du métier d'avocat. Qu'est-ce que tu en avais perçu, au-delà de l'intérêt intellectuel pour la matière, oui, en termes de manière de pratiquer le métier ?
Entre entre le métier de juriste et le métier d'avocat? Non, plus est-ce que t'aimais ce que tu faisais au-delà de l'intérêt intellectuel, la manière d'exercer, le Oui, métier en lui-même? oui, c'était super. Enfin, après, j'étais jeune, hein, j'étais que stagiaire, donc c'est sûr que j'avais une vue d'ensemble, mais qui était très limitée. Ça veut dire que j'avais une vue d'ensemble, mais j'étais pas non plus en charge de dossier. Mais ça me permettait par exemple, en droit du cinéma, en droit de l'audiovisuel, ça me permettait de suivre un dossier du début à la fin. Donc c'était intéressant. Même si j'étais en retrait, je le suivais. Et donc, forte de ces stages et de cette spécialisation, tu t'attaques à la profession d'avocat? Voilà, donc en fait, à la fin de ces stages, à la fin de mon année de césure, j'ai passé le barreau, qui serait bien passé. Et là, en fait, j'ai fait mon stage final dans un cabinet d'avocat, dans un cabinet français. Et au moment de choisir ma première collaboration, en fait, j'ai été embauchée dans un cabinet chez Marvel Avocat. Et donc, à la base, c'est un cabinet de 30 personnes. Donc, c'est un cabinet français de droit des affaires. Et à la base, je devais être un peu collaborateur volant. Donc, faire un peu de droit des affaires, faire un peu de propriété intellectuelle, parce qu'il y avait une associée qui s'occupait de ça. Et il se trouve que l'associée qui faisait de la propriété intellectuelle, au bout de 8 mois, elle est partie. Donc je me suis retrouvée à faire que du droit des affaires et à faire que du M&A, et ça, c'était pas du tout ce pourquoi j'avais été formée. Et en fait, la collaboratrice senior qui était au-dessus de moi, elle comprenait pas ce que je faisais là, pourquoi je faisais du M&A alors que j'avais aucune formation là-dedans. Et en fait, elle me le faisait payer un peu. Et donc elle me disait, mais genre tu n'as aucune légitimité à faire ce que tu fais. Et toi, la légitimité? Bah, j'avais le sentiment quand même qu'au bout d'un an et demi de barreau, enfin, t'es là pour apprendre. Moi, je pense que le M&A, même si t'as fait une formation de droit des affaires, en vrai, ce qui se passe en pratique, c'est pas la même chose que ce qui se passe en théorie. Et donc, je pense que la formation, elle est jamais acquise. Donc, je pense que tout s'apprend. Je pense que tout s'apprend si t'es pris par les... Enfin, donc, toi, t'étais dans cette logique de, il n'y a plus j'apprends quoi. l'associé de propriété intellectuelle, Exactement. mais je suis bien ici, et Voilà, il y a cette voilà. place en corporate. Et en fait, elle m'a vraiment, vraiment fait vivre un enfer. Pour que je m'en aille, c'est que vraiment... Ça se manifestait comment, par exemple? Ah bah ça se manifestait... où à chaque fois que je faisais quelque chose, elle me disait que j'avais pas de légitimité, que je devais pas faire ça. Elle me laissait pas prendre de vacances. Elle était vraiment dure avec moi. Et pourtant, c'était une collab senior qui était docteur en droit et qui, depuis, j'ai appris qu'elle avait arrêté la profession. Et en fait, donc voilà, donc c'était un peu du harcèlement quand même, hein, on peut en parler. Ouais. Et donc, je le vivais très mal. À la fin, je traînais des pieds pour aller au cabinet et j'aimais plus du tout ce que je faisais, alors que c'était vraiment un métier qui me plaisait de base. Moi, j'adore écrire. J'ai quand même... Enfin, voilà. Ça m'a un peu dégoûtée. Comment... parce que, donc, du coup, donc, au bout de 8 mois, l'associé en propriété intellectuelle est parti. Ouais. Et donc, tu as switché vers le droit des affaires avec cette collaboratrice senior qui t'en a fait voir de toutes les couleurs. Ouais. Comment est-ce que tu as ressenti progressivement le dégoût s'installer ou ton rapport à ta confiance en toi? Bah, alors, au début, en fait, je travaillais toujours avec 2 associés avec qui ça se passait très bien et qui me prenaient sous leurs ailes, donc ça se passait bien, mais eux aussi, ils sont partis. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée en lien beaucoup plus direct avec cette collab senior. Et en fait, elle me faisait perdre ma confiance en moi jour après jour, parce que jour après jour, elle me faisait ressentir que j'étais pas à ma place. En fait, que je n'étais pas à ma place. C'était vraiment le mot d'ordre de l'idée. Mais t'as mis du temps à t'en rendre compte, toi-même? Bah, je pense que c'est un travail quotidien. Enfin, en fait, c'était chaque jour. Ouais. Donc oui, j'ai mis du temps à me rendre compte, parce qu'au début, t'es un peu dans ta routine quotidienne et tu t'en rends pas forcément compte d'ailleurs. En fait, tu vas au bureau, tu vas au cabinet, tu fais tes dossiers, et puis genre au bout d'un moment, t'appuies sur pause et tu te dis mais mince, genre non, c'est pas ça. Je dois pas traîner des pieds pour aller au cab tous les matins. C'est pas ça. C'est pas pour ça que je me suis levée. Et alors? Et donc, à ce moment-là, en fait, je crois que si j'ai le bon souvenir, en fait, c'était pendant les vacances d'été.
elle m'a un peu pourri mes vacances où c'était elle qui décidait en fait quand est-ce que je partais en vacances. C'était mon deuxième été, donc ça faisait déjà 2 ans que j'avais passé le barreau, que j'étais dans ce cabinet. Et en fait, elle me disait non, tu pars pas cette semaine-là en vacances. Enfin, elle m'a vraiment contraint sur des choses où on se dit bon, on est quand même une profession libérale et on pourrait être assez libre. Puis je suppose que si ça devait y avoir un aspect un peu arbitraire, parce que si ça avait été motivé pour un dossier et tout exactement, c'était complètement arbitraire, et puis il y avait d'autres gens qui pouvaient rester, et puis j'avais l'impression que c'était même contre moi en fait. Je sais pas si c'est vraiment une histoire de légitimité, finalement ça a fait un gros nœud quoi. Et donc en fait à un moment je suis rentrée de vacances et j'ai dit à mon mari si je pars pas maintenant, faut que je parte, donc est-ce que tu t'acceptes, parce que quand même on est deux. Ouais. Et donc je suis partie. Et en fait, j'avais quand même ce projet sous-jacent de remonter la pelucherie, qui est une société de famille que j'ai relancée avec ma grand-mère. Une société de famille que j'ai relancée avec ma sœur il y a 2 ans et demi, juste après. Et en fait, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, en fait, je le ferai jamais. Donc j'ai profité d'avoir un peu démissionné, d'être partie. Et après, là, je me suis dit, j'ai commencé à rechercher un autre cab. Puis après, au bout de 2 semaines, 3 semaines de recherche, je me suis dit, en fait, il faut partir, c'est maintenant. Et quand tu dis que tu avais ce projet sous-jacent, qu'est-ce que tu veux dire par sous-jacent ? Alors, sous-jacent, c'est juste que quand j'ai fait mes études de droit, alors déjà, c'est une entreprise familiale qui a été créée par ma grand-mère il y a 40 ans. Donc, il faut savoir que quand ma grand-mère a arrêté, moi, j'avais 11 ans. Et c'était vraiment quelque chose qui me faisait un peu rêver, puisque c'est le monde des peluches. Elle avait un magasin sur les Champs-Élysées qui s'appelait La Pelucherie, qui faisait rêver petits et grands, quoi. Et en fait, moi, quand elle a fermé, quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, plus les années sont montées, se sont enchaînées, et je me suis dit, il faut que ça revienne, il faut que la pelucherie revienne. Après, mes parents m'ont dit, non, mais d'abord tu fais des études, et puis après on verra. Donc en fait, en faisant du droit et de la gestion, j'avais un peu l'impression d'avoir un panel assez large, une formation assez large pour pouvoir assurer ce projet. Donc quand tu dis que c'est un projet sous-jacent, c'est un projet sous-jacent depuis petite. Depuis petite, voilà. Mais je l'avais un peu oublié. Mais je pense que inconsciemment, voilà. Non, mais pas vraiment. Parce que depuis l'âge de 20 ans, depuis mes premiers stages en cabinet d'avocat, en fait c'était très marrant parce que quand j'ai commencé à utiliser les outils, infogreffe, tout ça, j'ai commencé à faire des recherches sur la pelucherie, sur le nom de la marque, quand je faisais de la propriété intellectuelle. Je regardais à qui appartenait la marque, à qui appartenait le nom de domaine. Je suivais tous les ans, en fait, quand j'étais en stage et que j'avais accès à des bases de données, où en était cette marque. C'est marrant, hein ? Ouais. Et en fait, tous les ans, quand j'étais en stage, si je faisais un stage, je faisais une petite chemise dans laquelle je faisais toutes mes recherches. Je prenais 2 heures pendant tout mon stage où je faisais des recherches sur l'évolution de la marque La Pelucherie. Parce que du coup, quand ta grand-mère a cessé son activité, quand tu avais 11 ans, elle a vendu. Elle a tout vendu. Elle a tout vendu. Tout vendu, la marque, le fonds de commerce, tous les modèles, tout. Ouais, tu sais pourquoi elle avait arrêté, ta grand-mère ? Parce qu'elle est partie à la retraite, elle avait 70 ans. Donc c'était pas un problème de non, pas du tout. Que ça marchait non, pas du tout. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, il y a le fabricant qui a racheté son magasin, sa marque. Il a gardé la marque jusqu'en 2007, jusqu'à ce que lui, à son tour, parte à la retraite. Donc, bon. Et donc en fait, ce qui est marrant, c'est que chaque année, je faisais un peu ce travail de recherche. Et j'avais ce petit projet de côté, en fait. Et avec ma sœur, en fait, donc je l'ai un peu... je lui en ai parlé, je lui ai dit, voilà, on devrait faire ça. Elle était directrice marketing d'un grand groupe automobile. Et puis, il y a un moment où elle aussi, ça lui a fait un déclic. C'est quand elle a eu des enfants, et voilà, on s'est dit... Donc, quand tu dis, tu tannais ta sœur, tu lui en parlais, c'était quand tu étais encore avocate, même ? Oui. Ouais. Ouais, je lui en parlais, mais comme ça. Je lui disais, oh là là, il faudrait qu'on refasse la pelucherie, Et donc, en fait, voilà. Donc quand t'as démissionné... Quand j'ai démissionné, en fait, je continuais à postuler dans les cabinets, mais en même temps, je continuais Voilà, le cœur n'y était pas trop. Et je continuais à faire mes recherches. Donc, je regardais où en était l'atelier, j'essayais de retrouver l'atelier. Et là, j'ai vu, en fait, que la marque était tombée dans le domaine public. Peut-être que la propriété intellectuelle, c'était un petit peu aussi sous-jacent, que j'ai fait ça pour ça, je sais pas. Et en fait, donc j'ai vu qu'elle était tombée dans le domaine public, donc j'ai dit à ma sœur, c'est le moment. Donc j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit, si je le fais, c'est maintenant ou jamais, en fait.
Et donc là, je me suis lancée. Donc ma sœur est restée dans sa boîte au début. On travaillait le soir, le week-end. Enfin, c'était assez éprouvant. Et au début, c'était vraiment des recherches. En fait, c'était vraiment trouver les petites mailles du collier pour essayer de retrouver la chaîne, en fait. Et on a retrouvé l'atelier. De production. La chaîne de production. L'idée, c'était si on veut vraiment reprendre la pelucherie, il faut qu'on trouve le même atelier parce qu'on est garant de la qualité. On sait qu'ils savent travailler. Voilà. Donc on a retrouvé cet atelier. Mais bon, peut-être que c'est grâce à mes études d'avocat parce que j'avais quand même un esprit synthétique assez développé. Et puis, genre les recherches, quoi. J'étais pas du tout stressée par... Ça te faisait pas peur? Ça me faisait pas peur, en fait, de chercher une aiguille dans une botte de foin parce que c'était vraiment ça. Et donc voilà, et au final, j'ai trouvé. Et je les ai contactés, et puis on est allé les voir, et voilà. Et puis on s'est dit, bon, on va relancer la marque. Donc au début, quand on annonce aux gens... Alors déjà que qu'on démissionne, après qu'on va quitter la profession d'avocat parce qu'on peut pas cumuler une activité commerciale avec la profession d'avocat. Bah alors quand on dit qu'on va quitter la profession d'avocat, les gens te regardent avec des yeux déjà assez effarés, mais alors en plus, pour leur dire je vais remonter une marque qui a 40 ans et c'est une marque de peluche. Alors là, j'ai perdu tous les gens. J'ai perdu tout le monde, j'ai perdu... Et en fait, les gens étaient stupéfaits. Qu'est-ce qu'ils te disaient, justement? Bah, ils me disaient que c'était un peu fou, que je lâchais un titre. En fait, au-delà de la profession d'avocat, je pense que la réaction première des gens, c'était de dire... genre, tu lâches un titre et tu lâches un statut, en fait. Alors qu'en fait, faut juste se rendre compte que le statut d'avocat, bah déjà, oui, c'est un titre, bah donc... Moi, en fait, ce qui me faisait pas peur, c'était de me dire qu'au pire, je redeviendrai avocate si ça marche pas. Justement, j'avais un titre et ce titre, je le perds pas. Je reste avocate. Donc ça, c'était quand même un... Moi, je trouvais que c'était un atout, en fait, dans cette profession, contrairement à d'autres professions qui sont des diplômes. Oui, c'est vrai on les perd pas non plus, mais là, voilà, il suffit de se réinscrire au barreau, il suffit de peut-être monter son cab, peut-être... Enfin, voilà, il y a beaucoup de possibilités, en fait. C'est pas fermé. Et après, je pense aussi que ce qui m'a rassurée, et donc c'est en ça que je rassurais les gens, c'était de se dire que finalement, j'avais fait de la propriété intellectuelle, j'avais fait du corporate, et donc que ça me sert tous les jours, en fait, dans ma boîte, parce que c'est moi qui ai monté ma boîte, c'est moi qui ai fait les statuts de ma boîte, c'est moi qui ai déposé la marque. Enfin voilà, j'ai quand même un bagage. Et finalement, c'est là où on se rend compte que le droit, ça sert à tout. C'est présent dans la vie de tous les jours. Je pense que quand on veut monter sa boîte, quand on est un entrepreneur, je sais pas, si on n'a jamais... Je vois pas comment on peut avoir entendu parler d'un cabis et des statuts et d'un pacte d'actionnaires si on n'a pas été avocat avant. Enfin, si on n'a pas fait du droit, en tout cas, avant. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, pour moi, ça a été très rassurant. Parce que je savais de quoi je parlais. Donc, par exemple, quand je me suis associée avec ma sœur, je savais que je voulais monter une société par action simplifiée. Je savais ce que c'était. Donc, j'avais quand même des clés. Et qu'est-ce que ça te faisait, ce regard des autres sur toi, les regards effarés, les commentaires un peu, mais t'as pas peur de quitter le titre et tout. Ouais. Toi, comment est-ce que tu les recevais? Ah, c'était pas très facile. Franchement, au début, le fait de pas être soutenue par mes proches, même mes parents, et même mes amis les plus proches, parce que j'ai beaucoup d'amis avocats, ils étaient tous très étonnés. Et c'est vrai que moi, j'avais le sentiment que, en fait, ils y croyaient pas trop à mon projet. Et comme moi, j'y croyais, et heureusement que j'y croyais, en fait, ça m'a permis de tenir. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi et ça marche. Donc, voilà. Donc, tu t'y lances vraiment dans ce Donc, projet? je m'y lance vraiment dans ce projet, ouais. Jusqu'à ce que ma sœur arrête de travailler dans sa boîte. Et après, c'est devenu un boulot à plein temps pour toutes les deux. Alors, effectivement, c'était pas très facile parce que j'étais avocate, donc profession libérale, donc pas de chômage. Mais j'avais mon assurance de perte de collaboration qui m'a permis au début, en fait, de tenir quelques mois. Et après, sans le soutien de mon mari, je pense que ça aurait pas été possible. Mais c'est clair que on s'est accroché et on s'accroche encore, et c'est vraiment une épreuve tous les jours, mais très épanouissante.
Qu'est-ce que ça fait de bosser avec sa sœur? Ah, ça, c'est trop cool. Bah, c'est bien parce que, enfin, moi, en tout cas, on a toutes les deux l'impression que c'est bien. Au début, pareil, quand on a dit aux gens qu'on allait s'associer entre sœurs, on nous a dit ah, mais il faut surtout pas s'associer en famille, et encore moins entre sœurs. Voilà, mais au final, je pense que ce qui est plutôt positif, c'est que on est bienveillantes l'une envers l'autre. On a quand même le même objectif numéro un, c'est que cette boîte, elle marche. Et pour y arriver, bah, on fait tout ce qu'on a en nos moyens, mais on est bienveillante. Ça veut dire si l'une ou l'autre a un problème, bah, on va pas se tirer les balles enfin, on va pas se tirer dans les pattes, quoi. C'est pas le but. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la construction de la pelucherie, justement? Bah alors en fait, c'est très marrant parce que donc peut-être par mon côté juriste, en fait, j'avais beaucoup de process dans la tête, j'étudiais les lois, enfin, toute la réglementation sur les jouets. J'avais beaucoup de barrières un peu pour construire cette pelucherie. Et on est rentré dans un incubateur de start-up qui s'appelle The Family, qui nous a beaucoup aidé à nous dégager de ces barrières, justement, en nous expliquant que quand on se lance dans un projet comme ça, bah, il faut acheter, enfin, on a retrouvé le fabricant, il faut fabriquer des peluches et puis il faut essayer de les vendre. Et il faut pas essayer quand on a 5 peluches, il faut pas essayer de se bloquer sur les étiquettes, la norme, la réglementation. Déjà, essayons de les vendre et puis après on verra si vraiment ça marche. Et ben là, on se posera la question de la réglementation. Même si moi je comprends ta question de la réglementation parce que, en plus, moi je faisais de la responsabilité produit défectueux. T'imagines le truc horrible du bébé qui a un accident avec la peluche et... Mais bon, après, genre, eux ils t'expliquent que le fabricant, ça fait 30 ans qu'il fait ça et que en gros, s'il fait ça, il le fait pour lui. Donc qui prend autant de responsabilités que toi, et donc que lui doit les tester ses produits. Donc ce qui est vrai, je me suis rendu compte après. Ouais, ils sont plus pragmatiques, quoi. Exactement. Et pourtant je suis très pragmatique de caractère, mais c'est vrai que je pense que ma formation de juriste a fait que ça borne un peu, ça met beaucoup de limites. Ou par exemple, quand on fait un contrat de partenariat avec une marque ou avec une boîte, hein, on a fait le lancement de la marque chez Colette, le magasin. Moi, je voulais tout faire par écrit, j'étais hyper carré, quoi. Et en fait, on se rend compte que il y a un moment, il faut ajouter un peu de flexibilité dans sa vie, donc et dans sa manière de voir les choses. Donc en fait, avec ma sœur, heureusement, elle m'a apporté ce côté souplesse et flexibilité que j'avais pas trop. De par ma formation. The Family, t'en avais entendu parler avant? Alors j'en avais entendu parler, en fait j'allais à des conférences souvent avec ma sœur sur l'entrepreneuriat. Et en fait un jour, c'était une conférence très intéressante où j'étais allée avec ma sœur, et puis c'était Oussama Ammar, donc un des cofondateurs de The Family, qui faisait la conférence. Et puis je suis allée le voir à la fin, et puis je lui ai raconté mon projet, et il m'a regardé, il m'a dit mais j'adore. Il m'a dit j'adore les peluches. Bon bah venez me présenter votre projet dans une semaine. J'étais là, ah ok. Et donc avec ma sœur, on bosse sur un projet. On lui fait une présentation PowerPoint trop belle. Et ce qui était rigolo, c'est que quand nous on est arrivé avec notre présentation PowerPoint papier, tu vois, il nous a dit non mais c'est pas moderne du tout, c'est bon, on n'a pas besoin de papier. En fait, c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Donc c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est genre changer son mindset. Et ça, c'était pas évident au début. Et donc, par exemple, moi, pareil, au début, comme j'aime toutes les choses un peu finies, un peu carrées, bah, je suis arrivée avec un business plan où j'ai dit, voilà, il faut investir tant d'argent dans la com, dans la pub, dans le site internet, dans les photos. Et lui, genre, il nous a vite mis un frein, en fait. Et il a dit, wow, les filles, on se calme. D'abord, on vend, et après, on investit. Et en fait, il nous a montré que par exemple, on voulait investir dans l'identité de la marque et le logo et tout ça. Et ben en fait, non. On connaît pas ses clients avant de vendre. Donc on essaye d'abord de vendre. En fait, on se débrouille, on fait tout seul son site internet, on fait tout seul son logo avec des copains. Voilà, avec le réseau. Parce que voilà, c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le réseau qu'on avait. Et pareil, donc on fait un peu ce qu'on a avec ce qu'on a autour de nous. Ce qu'on peut avec ce qu'on a autour de nous. Et on construit comme ça, et après on commence à vendre nos peluches, et puis après ça marche, et puis après c'est comme ça qu'on grossit en fait.
Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que là, ça fait 2 ans et demi, on a vendu plus de 10 000 peluches sur notre site internet lapelucherie.com. On a agrandi notre collection. Voilà. Et c'est comme ça que ça a grossi. En fait, mais c'est petit à petit. C'est pas en arrivant tout. C'est vrai qu'on sort des gros cabinets d'avocats. Enfin, en tout cas, moi, même si c'était pas un énorme cabinet, on était quand même 30. C'était un cabinet qui avait des moyens. Donc, c'est sûr que ça peut faire peur de devoir s'occuper de tout. Parce que forcément, on s'occupe de tout. Mais tous les jours, on fait des tâches différentes. Ça veut dire que tu vois ma to-do list de ce que je dois faire chaque matin. Ça ne ressemble pas du tout à ce que je dois faire la veille, en fait. Donc, c'est ça qui est assez rigolo. Et comment tu te sens, du coup, de ce changement ? Ah, hyper bien. Franchement, tous les jours, je me sens très bien. Alors, je sais que... En fait, je fais toujours du droit, mine de rien. Comme je t'ai dit, c'est quand même moi qui m'occupe de tout le juridique et même de la compta de la société. Donc, j'ai toujours un œil par là. Et en plus, j'ai été chargée de t'aider à Nanterre la première année où j'avais arrêté. Donc, j'essaie de garder un pied dedans. Après... mes meilleures copines sont avocates, mes meilleurs potes aussi, mes meilleurs copains. Donc en fait, j'entends toujours parler. Et puis je suis toujours abonnée aux newsletters de Francis Lefebvre parce que j'aime bien. Enfin, c'est toujours intéressant de garder un pied dedans. Mais après, je pense que le métier d'avocat en tant que tel ne me manque pas au quotidien parce que, genre, en tout cas, les expériences que j'ai eues, quand je voyais les associés de mes cabinets, ça me faisait pas du tout rêver. Donc déjà, donc là, il y a les associés de ton dernier cabinet, mais tu dis des cabinets, donc aussi les cabinets dans lesquels tu es passé en stage ? Bah déjà, je voyais beaucoup d'hommes plus que de femmes. Et puis j'avais l'impression que la vie de femme dans ces cabinets, elle passait un peu en second plan, c'est-à-dire avoir des enfants. Moi, j'ai une petite fille maintenant qui a 1 an et demi. Donc... même si j'ai encore moins le temps de la voir que quand j'étais avocate, et que si j'étais avocate, parce que franchement, je la vois moins, j'ai moins le temps. Mais le temps que je passe avec elle, il est beaucoup plus qualitatif, quoi, parce que moi, je suis bien, en fait. Donc même le matin, quand je me lève, je suis pas pressée. Enfin, je suis pressée de partir au travail, mais je traîne pas des pieds. Donc en fait, je suis de bonne humeur. C'est toujours plus agréable de traîner avec quelqu'un qui est de bonne humeur que de quelqu'un qui va traîner des pieds. Donc pour en revenir à cette histoire de modèle, t'avais un problème de modèle. Plutôt des hommes, quand tu voyais des femmes, t'avais l'impression que la vie de femme était reléguée au second plan et tout. Bah, j'avais un peu l'impression que pour devenir associée dans un grand cab... En fait, non, j'avais un peu l'impression que pour avoir une profession libérale, en tout cas en droit des affaires et en propriété intellectuelle, après, je sais pas, en droit de la famille, peut-être qu'en contentieux, c'est pas pareil. Je connais pas tous les domaines, mais... J'avais un peu l'impression que pour faire du droit des affaires ou de la propriété intellectuelle de bon niveau, bah, il fallait être associé. Parce qu'avant d'être associé, on n'est que collaborateur. Et quand on est collaborateur, on est un peu... c'est un peu du salariat déguisé finalement. Donc c'est pas vraiment une profession libérale. Et j'avais l'impression que pour acquérir cette liberté, il fallait devenir associé. J'avais pas l'impression que les femmes pouvaient être associées. Enfin, facilement. De toute façon, Enfin, je comprends aussi dans ces conditions parce que j'entends derrière ton discours que quand même ce que tu faisais intellectuellement parlant, ça te plaisait quand tu étais avocate. Oui. Donc j'entends derrière ton discours que ça a été un mélange entre ce projet de gamine, de famille qui tenait vachement à cœur, la pelucherie et tout, avec aussi... une certaine manière de voir tes perspectives ou ton absence de perspective. Enfin, ça a été une alchimie. Oui, c'était une alchimie qui s'est passée au bon moment. Après, je sais pas. Peut-être que c'est les cabinets dans lesquels j'étais. Peut-être que c'est Enfin, voilà, quand j'ai été en stage, voilà, c'est les expériences que j'ai eues qui m'ont pas donné envie. Mais peut-être que si j'étais tombée dans un autre cabinet, voilà, avec des si, on peut refaire le monde. Exactement. En tout cas, ce qui est top, c'est que la pelucherie là, aujourd'hui, je suis contente. La pelucherie te rend heureuse et c'est sans aucun regret, finalement. Ah non, c'est sans aucun regret. Et puis, vraiment, je te dis, voilà, comme... au moins, je sais de quoi je parle. Si je dois parler à un avocat, voilà, quand j'ai des contrats devant moi, ça me paraît pas étranger. Et je pense vraiment que le droit, ça mène à tout. Ça mène à tout. Parce qu'on en a besoin tous les jours.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des avocats qui réfléchissent à peut-être changer de métier, quitter le titre pour faire autre chose? Bah alors, je pense que déjà, si on a envie de quitter la profession, il faut aller jusqu'au bout de son envie, même si les gens autour de nous mettent des freins à l'idée de quitter un titre, de quitter un statut. Effectivement, c'est sûr que c'est pas facile de quitter sa robe, on se dit il y a eu beaucoup d'investissements, que ce soit financier ou même de temps, mais je pense vraiment que il faut vraiment être convaincu que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, en fait, va vous servir dans toutes vos expériences que vous allez poursuivre. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Si. Ah bon? Ouais, je crois que ça veut dire quelque chose. En tout cas, moi j'ai compris. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler d'une source d'inspiration actuelle? J'en ai pas. T'as pas d'inspiration? Non. Je te crois pas. Non, franchement, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. T'as pas d'inspiration? Attends, Non. tu reprends la boîte de ta grand-mère et t'as pas d'inspiration? Tu veux qu'on en reparle ou pas? Bah si, mais bon, ma grand-mère, c'est pas une inspiration. Bah je sais pas. Attends, c'est quoi mon inspiration? C'est ma fille, mon inspiration. Puis, c'est ta fille, ton Ouais. inspiration. Ben voilà, tu vois. Ta dernière joie? Ma dernière joie, quand ma fille m'a dit maman. C'était quand ça? Bon, c'était il y a 3-4 mois. C'était trop mignon. Et pourtant, j'ai pas un instinct maternel très développé, hein, mais quand même. Ouais, quand même, parce que du coup, ta fille est ton inspiration et source de ta dernière joie. Et bah écoute, en fait, bizarrement, c'est mon inspiration et mon instinct maternel s'est développé il y a 4 mois, quand elle a commencé à me dire maman. Avant, tant qu'il n'y avait pas d'interaction, j'étais pas trop into it. Bon, je ne pourrais pas qu'elle écoute ça quand elle sera grande. Mais si, ça veut dire que maintenant t'es into it. Oui, voilà, c'est ça. Bon, super, merci beaucoup Natacha. De rien. Pour ta contribution. Merci Lila Louise.